Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as finalement remplacé ton vieux mobilier? Oui, j'ai investi dans un canapé en cuir italien, très contemporain, avec des accoudoirs réglables. Étonnant. Je pensais que tu avais opté pour cette chaise ergonomique et la table scandinave dont tu parlais tant. Tu as entendu les sirènes hier soir dans le quartier? Bien sûr, c'était une voiture de police qui poursuivait un suspect à toute allure dans l'avenue principale. Ah bon? Je croyais que c'était les pompiers pour un incendie dans l'immeuble administratif du coin. Tu veux que je te serve de l'eau minérale? Volontiers, mais dans un verre, pas dans une tasse, s'il te plaît. Je déteste boire de l'eau dans de la porcelaine. Je croyais pourtant que tu utilisais toujours tes jolies tasses anglaises, même pour l'eau. Tu sais ce que j'ai cuisiné pour ce soir? Du riz basmati épicé, avec des légumes sautés et une touche de coriandre fraîche. Ah. Je m'attendais à une soupe asiatique ou même à ta fameuse pizza maison au chorizo. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, veuillez prêter attention. Nous tenons à vous signaler qu'une anomalie de fabrication a été détectée sur certains verres exposés au rayon 13. Il s'agit principalement de micro-fissures au niveau des rebords ou de chocs internes invisibles à l'œil nu. En conséquence, une opération exceptionnelle de déstockage est immédiatement mise en place, une remise immédiate de 65% s'applique sur l'ensemble de la collection concernée, et certains exemplaires, jugés esthétiquement endommagés mais sans danger, seront remis gratuitement aux clients intéressés. Merci de vous adresser à notre personnel dédié pour plus d'informations. Votre attention s'il vous plaît. En raison de conditions météorologiques particulièrement rigoureuses affectant la région de destination, le vol numéro 331 est officiellement annulé. Une procédure de réacheminement a été activée pour les passagers concernés. Un vol de substitution est programmé à destination de Lyon, avec une correspondance automatique vers la destination finale. Tous les billets initiaux restent valables, et un accompagnement logistique est prévu à l'escale. Nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation indépendante de notre volonté. Mesdames et messieurs, en raison d'un dysfonctionnement technique affectant le système d'affichage numérique, les informations actuellement visibles pour les voies 3 et 13 sont incorrectes. Nous vous informons qu'un départ anticipé d'environ 1 heure est désormais effectif pour les trains initialement prévus à ces quais. Veuillez consulter un agent en uniforme pour la confirmation des horaires ajustés, et vous présenter à l'embarquement muni de votre billet.
Chers étudiants, nous vous informons que les cours de physique appliquée et de chimie organique prévus aujourd'hui sont suspendus suite à un incident logistique. Toutefois, votre présence reste exigée. Vous êtes priés de vous rendre directement au hall des examens afin de signer la feuille d'émargement. Aucune activité pédagogique n'aura lieu, mais cette étape est obligatoire pour la validation de votre semestre. Mesdames et messieurs, en raison de l'affluence croissante au sein du service des consultations, une nouvelle organisation des priorités a été instaurée. Désormais, les patients devant subir une intervention chirurgicale sont traités en priorité absolue. Les consultations sans rendez-vous ou de médecine générale seront reprogrammées ou soumises à un temps d'attente prolongé. Merci de récupérer un ticket de passage distinct en fonction de la nature de votre visite auprès du guichet d'accueil. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour madame. Ici le service des ressources humaines de la société Technisphère. Nous tenons à vous informer que, pour des raisons d'organisation interne imprévues, l'entretien initialement prévu ce vendredi a été reporté à une date ultérieure qui vous sera précisée prochainement. En attendant, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer, par courriel, l'intégralité des documents justificatifs requis, notamment votre diplôme d'études supérieures, votre attestation d'expérience, ainsi que la lettre de motivation actualisée. Votre réactivité facilitera la reprogrammation rapide de l'entretien. Merci de votre compréhension. Bonjour monsieur. Ici le service de livraison de la concession Autonova. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre véhicule, modèle à l'arrivée 6, est prêt à être remis. Cependant, pour finaliser cette remise en main propre, nous vous prions de bien vouloir préparer votre attestation d'assurance en cours de validité, ainsi qu'un acompte de 40% du prix total, à régler impérativement en espèces lors de votre venue. Sans ces éléments, la livraison ne pourra être complétée. Merci de planifier votre venue à partir de mercredi 10h. Bonjour madame. Ici le secrétariat du centre hospitalier Saint-Lambert. Nous vous contactons à propos de votre rendez-vous initialement fixé au 16 mai pour une consultation spécialisée. En raison d'un réaménagement du planning chirurgical, nous vous informons que ce rendez-vous a été avancé au 13 mai à 9h30. Votre dossier reste inchangé et toutes les préparations médicales précédentes restent valides. En cas d'indisponibilité à cette nouvelle date, merci de contacter notre secrétariat dès que possible pour reprogrammer. Bonjour monsieur. Ici la direction pédagogique du Collège Saint-André. Nous souhaitons vous informer que les résultats académiques de votre fils ont montré une baisse significative dans plusieurs matières principales, notamment en mathématiques, en sciences naturelles et en expression écrite. Nous vous invitons à convenir rapidement d'un rendez-vous avec le conseiller d'orientation afin d'envisager des mesures de soutien individualisées. Cette démarche vise à identifier les facteurs éventuels de ce déclin et à définir un plan d'intervention adapté.
Salut Marc, c'est Thomas. Écoute, je me permets de t'appeler parce que je traverse une période un peu délicate côté finance. J'ai eu des dépenses imprévues liées à un souci familial, et j'aurais vraiment besoin de 2 000 $ pour m'en sortir ce mois-ci. Je te demande si tu pourrais me dépanner de cette somme, juste pour 20 jours, le temps que mon remboursement d'assurance arrive. Évidemment, je te restitue tout d'un coup avant la fin du mois. Tiens-moi au courant rapidement, s'il te plaît. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'un premier logement à condition d'en devenir propriétaire permanent? A. Il est favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'un premier logement. B. Il est défavorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire. C. Il est favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. En tant qu'économiste urbain, je considère que cette mesure représente une avancée intéressante pour l'accession à la propriété, notamment chez les jeunes actifs confrontés à la volatilité du marché immobilier. Toutefois, il serait illusoire de penser qu'un prêt, même bonifié, suffit à garantir une stabilité résidentielle durable. La propriété permanente, en l'absence d'un encadrement rigoureux du crédit et d'une régulation foncière efficace, peut déboucher sur des phénomènes de spéculation et d'endettement structurel. Il ne s'agit donc pas d'un refus de principe, mais d'un appel à la prudence quant à ses implications systémiques. Personne B. Je suis fermement opposé à ce dispositif. Il perpétue un modèle de société basé sur la propriété individuelle, au détriment d'alternatives plus inclusives comme le bail réel solidaire ou l'habitat coopératif. D'un point de vue écologique et social, promouvoir l'achat systématique revient à encourager l'artificialisation des sols et la fragmentation urbaine. Pire encore, cela marginalise les populations à faible revenu, qui se retrouvent exclues de ces dispositifs, même subventionnés. Il est temps de remettre en question cette obsession de la propriété comme unique vecteur de sécurité résidentielle. Personne C. Je ne rejette pas l'idée en soi, mais elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie globale de justice sociale et d'équité territoriale. Il faut s'assurer que ces prêts ne profitent pas uniquement aux ménages déjà solvables. La mise en place de critères d'attribution différenciés, couplés à un accompagnement social, est primordiale pour éviter les effets d'éviction. Je suis donc favorable, mais uniquement dans une logique d'inclusion contrôlée et de répartition équitable des ressources publiques. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'attribution de la nationalité à la naissance selon le principe du droit du sol? A. Il est favorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol. B. Il est défavorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol. C. Il est favorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. La question du jus soli ne peut être abordée sans prendre en compte le contexte géopolitique actuel. En tant que juriste spécialisé en droit comparé, je vois dans cette approche une manière de garantir une forme de cohésion sociale et de prévenir l'apatridie. Cependant, dans certaines situations, le droit du sol automatique peut induire des tensions identitaires, notamment dans les zones à forte pression migratoire. Il faut donc encadrer ce principe par les conditions de résidence durable et de participation active à la société d'accueil. Personne B. Je suis catégoriquement contre. Le droit du sol, appliqué sans discernement, est un leurre humaniste qui peut se retourner contre les pays hôtes.
Il crée un appel d'air migratoire et alimente des dynamiques démographiques non maîtrisées. De plus, il remet en question la souveraineté nationale en diluant la notion d'appartenance culturelle. À mes yeux, la nationalité ne peut découler que d'un lien réel et durable avec la nation, ce que seul le jus sanguinis garantit. Personne, C. Je pense que ce principe peut être légitime, mais à certaines conditions. Il faudrait, par exemple, que les parents aient un statut légal depuis un certain nombre d'années, ou que l'enfant ait grandi dans le pays jusqu'à un âge donné avant que la nationalité lui soit conférée. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut s'assurer d'une intégration effective et éviter des abus administratifs. Je suis donc favorable, mais pas de manière automatique et universelle. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Enjeux Climat et Santé, votre rendez-vous mensuel dédié aux interactions complexes entre phénomènes naturels et infrastructures humaines. Aujourd'hui, nous explorons un sujet encore peu étudié, l'impact des poussières désertiques, notamment les tempêtes de sable sahariennes, sur la potabilité de l'eau dans les zones urbaines. Selon une méta-analyse coordonnée par le laboratoire interdisciplinaire d'hydrologie environnementale de Rabat, les particules minérales transportées par les vents sahariens peuvent, une fois déposées sur les bassins de captage, les réservoirs ouverts et les nappes phréatiques superficielles, altérer significativement plusieurs paramètres physico-chimiques de l'eau. On observe notamment une élévation du taux de turbidité, une concentration accrue en éléments traces métalliques comme le vanadium et le chrome, ainsi qu'une hausse du potentiel oxydoréducteur. Le défi réside dans le fait que ces modifications ne sont pas systématiquement détectées par les protocoles standards de contrôle de qualité, ce qui entraîne un risque de sous-estimation de leur impact sanitaire, en particulier chez les populations vulnérables. Le rapport conclut que l'installation de systèmes de préfiltration atmosphérique au niveau des stations de pompage et l'intégration de capteurs spécifiques dans les unités de traitement deviennent désormais impératives dans les régions exposées. Bienvenue dans Sciences Frontières, l'émission qui vous plonge au cœur de la recherche de rupture. Aujourd'hui, nous abordons l'un des défis les plus complexes de la géophysique appliquée, la prédiction des séismes. Malgré des décennies de recherche, les tremblements de terre demeurent en grande partie imprévisibles à court terme. Toutefois, des travaux récents menés par le consortium européen Sismopredict ont permis d'identifier plusieurs marqueurs précurseurs potentiels, notamment des anomalies électromagnétiques de basse fréquence, des variations infimes de la résistivité électrique des roches rustales et une hausse des émissions de radon en surface. Ces données, croisées via des algorithmes d'apprentissage profond, permettent de détecter des corrélations spatio-temporelles fines, encore invisibles au modèle déterministe classique. Cependant, la précision reste limitée et contextuelle. L'efficacité prédictive varie selon la géologie locale, la profondeur focale des failles et l'historique tectonique régional. Par conséquent, l'approche actuelle repose davantage sur la cartographie dynamique des zones à risque que sur une alerte précise à court terme. Le débat reste vif quant à la validité universelle de ces indicateurs. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux deux questions. Professeur Duhamel, dans une conjoncture où l'optimisation du capital humain devient un enjeu stratégique majeur, quel rôle joue précisément l'intégration des dispositifs de soutien psychosocial dans la dynamique de performance des salariés du secteur privé? L'incorporation systémique des dispositifs de bien-être en milieu professionnel transcende la simple dimension compassionnelle pour s'inscrire dans une logique d'optimisation pluridimensionnelle de la productivité.
Qu'il s'agisse de programmes de santé mentale à médiation cognitive, de flexibilité organisationnelle basée sur des algorithmes prédictifs de fatigue ou de politiques d'accompagnement parental structurées. Ces mesures réduisent significativement l'intensité des marqueurs endocriniens de stress chronique, tels que le cortisol ou l'adrénaline, tout en favorisant l'activation du système parasympathique. Par effet de ricochet, on observe une amélioration notable de la motivation endogène, de la rétention cognitive à long terme et de la proactivité professionnelle. Selon une métasynthèse de l'EMI, les organisations dotées d'un cadre psychosocial enrichi voient leurs indicateurs d'efficacité opérationnelle croître de 19 à 24%, en fonction de la sectorisation. Et en matière de fidélisation des collaborateurs à long terme, quels leviers ces dispositifs activent-ils ? Les dispositifs à haute densité humaine fondés sur la reconnaissance identitaire et l'individualisation des parcours opèrent comme des vecteurs d'ancrage symbolique au sein de la structure. Par l'intermédiaire d'outils d'écoute active calibrés, de feedback réflexif et de micro-reconnaissance contextuelle, l'entreprise devient un espace de co-construction de trajectoires professionnelles. Cette résonance éthique entre attentes subjectives et valeurs organisationnelles induit une fidélisation non contractuelle, mais affective, réduisant mécaniquement le taux de rotation. Docteur Fabry, en dehors des aspects esthétiques, quelle modification hormonale profonde engendre la musculation régulière chez un sujet adulte en bonne santé? La musculation, lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre intensif et structuré, induit un remaniement endocrinien multisystémique. Elle entraîne une élévation transitoire mais répétée des taux circulants de testostérone libre, de GH, hormone de croissance, et du facteur de croissance insulinomimétique IGF-1. Ces médiateurs anabolisants catalysent la biosynthèse protéique via l'activation de la voie mTOR, tout en facilitant la régénération des tissus musculaires endommagés. En parallèle, une modulation favorable de l'axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, se produit, réduisant la concentration basale de cortisol et régulant la glycémie par potentialisation de la captation insulinique. Cette adaptation hormonale peut être considérée comme un levier prophylactique contre les déséquilibres métaboliques et inflammatoires de bas grade. Et en termes de santé publique, quels bénéfices concrets cette modulation hormonale permet-elle d'envisager? Elle permet une meilleure gestion de la résistance périphérique à l'insuline, une amélioration du profil lipidique et une réduction systématique des cytokines inflammatoires telles que l'IL-6 ou le TNF-alpha. Dans une perspective épidémiologique, ces effets contribuent à ralentir l'incidence des pathologies cardiométaboliques telles que le diabète de type 2, les dyslipidémies et certaines formes d'hypertension. La musculation devient ainsi une thérapie non pharmacologique à visée régulatrice. Madame Leclerc, dans un contexte de relocalisation des savoir-faire artisanaux, comment percevez-vous l'évolution contemporaine du tissage traditionnel en tant que discipline artistique et économique? Le tissage, longtemps perçu comme une activité marginale et domestique, a connu un renversement paradigmatique en s'érigeant aujourd'hui en tant que pratique transversale mêlant expression esthétique, engagement écologique et innovation technologique. À travers l'intégration de fibres organiques recyclées, de matrices biosourcées et de procédés de teinture à impact carbone réduit, le tissage redevient un vecteur de revendication identitaire et de résilience culturelle. Par ailleurs, les interactions avec des technologies émergentes comme le jacquard numérique, les logiciels de modélisation textile 3D ou l'impression intelligente sur trame,
redéfinissent les contours de la création textile, la plaçant à l'intersection du design spéculatif et de la recherche matérielle appliquée. Et quels sont, selon vous, les défis socioculturels auxquels cette discipline doit faire face à l'avenir? Les défis sont multiples. D'une part, la pérennité du tissage en tant que vecteur de narration intergénérationnelle est menacée par la fragmentation des communautés de pratique. D'autre part, l'uniformisation esthétique impulsée par les logiques de marché tend à diluer les particularismes régionaux. Face à cela, la transmission contextualisée des gestes, la conservation des archives textiles et la reconnaissance institutionnelle des artisans comme acteurs culturels à part entière deviennent des impératifs. Il en va de la légitimité épistémologique des métiers d'art dans le champ élargi de la création contemporaine. Ingénieur Bouchard, dans un secteur automobile en pleine mutation, comment les nouveaux paradigmes technologiques influencent-ils les méthodes de conception des véhicules modernes? La conception automobile contemporaine s'inscrit dans un écosystème hautement numérisé où la simulation multiphysique, la réalité augmentée et l'IA générative redéfinissent les itérations de design. On ne parle plus simplement de performance mécanique, mais d'écosystèmes de mobilité intelligents, interconnectés et adaptatifs. Le recours aux jumeaux numériques, par exemple, permet de simuler en temps réel le comportement de composants critiques sous contraintes dynamiques extrêmes, optimisant ainsi la résilience des matériaux composites à mémoire de forme. Parallèlement, l'intégration de modules embarqués d'apprentissage automatique permet une anticipation des pannes et une maintenance prédictive contextualisée. Cette complexification exige une refonte des curricula en ingénierie et une hybridation des compétences en mécanique, électronique et algorithmie avancée. Et en termes d'innovation énergétique, quels axes de recherche prioritaires sont actuellement explorés par les constructeurs? Outre l'électrification massive, les axes émergents incluent l'hydrogène vert, la recharge par induction dynamique et l'utilisation de matériaux piézoélectriques capables de convertir les vibrations structurelles en énergie. La densification énergétique des batteries solides à anode lithium-métal, par exemple, ouvre des perspectives inédites de performance sans compromettre la sécurité thermique. Mais l'enjeu majeur reste l'optimisation de la chaîne de traction en lien avec les infrastructures intelligentes. L'auto devra s'insérer dans une matrice communicante capable de dialoguer en temps réel avec son environnement via des protocoles V2X. Nous sommes à l'aube d'une convergence entre énergie, réseau et cognition embarquée. Documents divers. Les pluies acides représentent une menace croissante pour les sols agricoles, affectant non seulement leur pH mais aussi leur composition minérale essentielle pour la croissance des cultures. L'acidité accrue due à l'oxyde de soufre, SO, et aux oxydes d'azote, NO, se dépose sur le sol, entraînant une diminution de la capacité tampon du sol. Cela perturbe la disponibilité des nutriments, notamment le calcium et le magnésium, et augmente la solubilité de métaux lourds tels que l'aluminium, lesquels deviennent toxiques pour les plantes. En outre, la qualité du sol peut être altérée à long terme par la réduction de la biodiversité microbienne, essentielle pour la dégradation des matières organiques et la fixation de l'azote. Des études récentes ont suggéré que les méthodes d'amendement calcaire, bien que bénéfiques, ne résolvent pas à elles seules le problème de l'acidification du sol dans les zones fortement polluées.
Le système de chauffage par le sol, souvent désigné sous l'appellation chauffage par rayonnement, est de plus en plus utilisé dans les constructions modernes, surtout pour ses capacités à améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Ce système fonctionne en chauffant les surfaces du sol, ce qui permet une distribution plus uniforme de la chaleur et une réduction des pertes thermiques par convection. Contrairement au système traditionnel à air pulsé, le chauffage par le sol permet de maintenir une température plus stable avec moins d'énergie nécessaire. Toutefois, ce système peut entraîner une surconsommation d'énergie si les matériaux d'isolation sont mal choisis, ou si des régulations automatiques inefficaces sont installées. En outre, des recherches ont démontré que les variations de température au sol peuvent affecter l'humidité intérieure, ce qui nécessite un contrôle supplémentaire pour éviter des problèmes liés à la condensation et à la moisissure. La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative complexe dont les symptômes varient selon les stades de progression. Au début, les troubles mnésiques affectent principalement la mémoire à court terme, avec des oublis fréquents des événements récents. À mesure que la maladie progresse, les fonctions cognitives supérieures, telles que le raisonnement, la résolution de problèmes et la gestion de la vie quotidienne, commencent à se détériorer, menant à une dépendance complète aux aidants. Les formes précoces d'Alzheimer, bien que rares, se manifestent avant 65 ans, tandis que les formes tardives, plus courantes, surviennent généralement après 70 ans. En parallèle, des formes atypiques, comme la variante logopénique et la forme corticobasale, ont été identifiées. Les biomarqueurs comme les plaques amyloïdes et les enchevêtrements tau sont utilisés pour établir un diagnostic définitif, bien que des recherches continuent pour trouver des traitements modifiant le cours de la maladie. Les pipelines utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière sont fabriqués à partir de divers alliages métalliques afin de résister aux environnements corrosifs et aux conditions extrêmes de pression et de température. Parmi ces alliages, l'acier inoxydable à haute teneur en nickel est largement utilisé pour ses propriétés de résistance à la corrosion, particulièrement dans les zones de production offshore. Les alliages à base de nickel et de cuivre, tels que le monel, sont également privilégiés pour leur résistance à l'eau salée et aux acides. De plus, les alliages de titane sont utilisés dans les applications à haute température en raison de leur résistance thermique exceptionnelle et de leur faible densité. En revanche, l'acier au carbone, bien qu'économique, est utilisé dans des conditions moins sévères, car il peut subir une dégradation rapide sous des environnements très corrosifs. La production de vaisselle en porcelaine et en mélamine nécessite des procédés spécifiques en fonction des matériaux utilisés. La porcelaine est fabriquée à partir d'un mélange de kaolin, de feldspath et de quartz, qui est ensuite cuit à des températures supérieures à 1400 degrés Celsius pour former une structure cristalline dure et résistante. En revanche, la mélamine, un polymère thermodurcissable, est produite à partir de résines de mélamine et de formaldéhyde, qui sont chauffées et durcies sous pression pour former des produits plus légers et résistants aux rayures. Les deux types de vaisselle sont ensuite décorés à l'aide de techniques comme la sérigraphie ou la peinture à la main. Cependant, la vaisselle en mélamine ne doit pas être utilisée avec des aliments chauds, car elle peut libérer des substances toxiques à haute température. Les traducteurs en ligne ont révolutionné la manière dont les utilisateurs accèdent aux traductions de mots et de phrases. En offrant des traductions instantanées via des algorithmes d'intelligence artificielle, ces outils surpassent les dictionnaires traditionnels en termes de vitesse et d'accessibilité. De plus, ils permettent d'obtenir des contextes plus larges et de meilleures suggestions en fonction de l'usage, grâce à des bases de données constamment mises à jour. Cependant, ces traducteurs peuvent souffrir de problèmes de précision dans les langues à structure complexe,
où des nuances culturelles et grammaticales subtiles échappent souvent aux algorithmes. Par contre, les dictionnaires traditionnels offrent une précision manuelle, mais leur manque de réactivité face aux évolutions linguistiques et culturelles les rend moins utiles pour des traductions modernes. Le phénomène de comportements perturbateurs sur le lieu de travail, tels que les conflits interpersonnels et le stress organisationnel, peut avoir des effets considérables sur les relations familiales. Les recherches montrent que les individus exposés à des environnements de travail toxiques peuvent éprouver des difficultés à maintenir une séparation claire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les conflits au travail peuvent entraîner une augmentation du stress familial, affectant la qualité des interactions entre parents et enfants. En outre, les parents peuvent transmettre leur stress au sein du foyer, ce qui peut nuire au développement émotionnel et psychologique des enfants. Une étude longitudinale a révélé que des niveaux élevés de tension au travail étaient liés à des problèmes de communication et à une diminution de la satisfaction parentale, en particulier pour les parents jeunes. Les nombres en mathématiques peuvent être classés en plusieurs catégories distinctes, chacune ayant des propriétés spécifiques. Les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, font partie des bases les plus simples et sont utilisés pour compter. Cependant, les réels comprennent les entiers, mais aussi les fractions et les décimales, permettant de représenter des valeurs infiniment petites ou grandes. Les nombres complexes, quant à eux, intègrent une dimension imaginaire, ce qui les rend indispensables dans des domaines comme l'électromagnétisme et la mécanique quantique. Les nombres transcendants, tels que et e, sont des nombres réels qui ne sont pas solutions d'aucune équation polynomiale à coefficients entiers, tandis que les nombres algébriques en sont les solutions. Ces distinctions permettent une compréhension plus profonde des concepts mathématiques fondamentaux et de leurs applications dans des théories avancées. Les recherches sur les effets de la relaxation maternelle pendant la grossesse ont montré que le stress et la fatigue maternelle peuvent avoir des conséquences négatives sur le développement hormonal du fœtus. Le cortisol, une hormone de stress, est l'un des principaux régulateurs hormonaux dans cette dynamique. Des études indiquent que des niveaux élevés de cortisol chez la mère peuvent entraîner une perturbation du système endocrinien du fœtus, affectant la production de mélatonine et d'autres hormones essentielles à son développement. De plus, le stress maternel prolongé peut perturber l'équilibre du système immunitaire et augmenter les risques de complications prénatales, telles que les naissances prématurées et les problèmes de croissance fœtale. Il est donc essentiel que les femmes enceintes pratiquent des techniques de gestion du stress afin de maintenir un environnement hormonal optimal pour le fœtus. La migration internationale, qu'elle soit volontaire ou forcée, a des effets significatifs sur les économies des pays d'accueil et d'origine. Dans les pays développés, les travailleurs migrants contribuent souvent à l'économie locale en comblant des lacunes dans des secteurs spécifiques comme la construction, les services de santé et l'agriculture. Cependant, l'impact économique peut varier en fonction des politiques migratoires et des qualifications des migrants. Dans les pays en développement, la migration peut entraîner une fuite des cerveaux, où les travailleurs qualifiés quittent pour des opportunités économiques plus favorables ailleurs. Cependant, les transferts de fonds des migrants peuvent également constituer une source importante de revenus pour les économies locales. En fin de compte, la migration influence le développement économique global en modifiant la structure démographique et en réorientant les flux de capital humain et financier à l'échelle mondiale.